L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais dans l'ombre, la survie est dictée par les traducteurs. Un mauvais verbe, une inflexion manquée, et une affaire commerciale se transforme en bain de sang. Cain Valenti était le roi de New York, un homme qui ne craignait rien, sauf le silence d'une pièce qu'il ne pouvait pas contrôler. Il était à quelques minutes de tomber dans un piège tendu par la Bratva russe, aveuglé par un traducteur trop effrayé pour dire la vérité. Il avait besoin d'un miracle. Il ne s'attendait pas à le trouver en une serveuse, portant un tablier taché, versant du whisky bon marché, qui comprenait exactement pourquoi l'homme en face de la table souriait. C'est l'histoire de la façon dont un verre renversé et 5 langues ont sauvé un empire de la mafia. L'enseigne au néon au-dessus du Rusty Nail vacillait avec un bourdonnement agonisant, jetant une lueur rouge intermittente sur le pavé mouillé de Hell's Kitchen. À l'intérieur, l'air sentait la bière éventée, le vernis au citron et l'odeur métallique distincte du désespoir. Hunter Bennett ajusta son tablier, les ficelles s'enfonçant dans sa taille. Elle avait 26 ans, mais ses yeux portaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu 3 vies. Pour les habitués, les dockers, les petits voleurs et les flics de quartier épuisés, elle n'était que Hunter, la fille tranquille qui ne se trompait jamais dans une commande, ne souriait jamais trop et ne posait jamais de questions. C'était tout l'intérêt. L'invisibilité était un bouclier. « La table 4 a besoin d'un coup de chiffon, Bennett », aboya le gérant, un homme graisseux nommé Rick derrière le bar. « Et reste éveillé. On a des gros bonnets qui arrivent. Réservation privée dans le box du fond. » Hunter hocha la tête, gardant la tête basse. Des gros bonnets au Rusty Nail, cela signifiait généralement des trafiquants de drogue qui avaient regagné $1000 de plus cette semaine-là et voulurent les flamber. Mais ce soir, c'était différent. L'atmosphère dans le bar miteux changea. Le brouhaha habituel des conversations mourut instantanément lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. 4 hommes entrèrent. Ils ne bougeaient pas comme les dealers locaux. Ils bougeaient comme des prédateurs entrant dans un enclos de moutons. Ils portèrent des costumes qui coûtaient plus cher que le bâtiment. Laine italienne, coupe sur mesure qui dissimulait parfaitement les holsters d'épaule. Au centre se trouvait Cain Valenti. Hunter se figea près du jukebox. Tout le monde connaissait ce visage. Il avait fait la une du New York Post 6 mois plus tôt lors des procès pour racket, généralement accompagné de titres comme « Le Don intouchable ». Il était plus grand en vrai, sa présence aspirant l'oxygène de la pièce. Il avait des cheveux sombres ramenés en arrière, une cicatrice coupant son sourcil gauche, et des yeux qui scannaient la pièce avec une précision terrifiante. « Box du fond », dit Cain. Sa voix était basse, un grondement de gravier. « Et videz la salle, tout le monde dehors. » Ses gardes n'eurent pas à le demander 2 fois. Ils circulèrent dans le bar, montrant des armes glissées dans leur ceinture. Les clients se précipitèrent, laissant des bières à moitié finies et de la monnaie sur les tables. « Toi aussi, ma jolie. » L'un des gardes, un homme trapu au nez cassé, grogna vers Hunter. « Laisse-la, » dit Cain, se glissant dans le box en cuir rouge dans le coin du fond. Il ne regarda pas Hunter. Il regarda sa montre. « Quelqu'un doit apporter les boissons. Garde-la juste hors de portée de voix jusqu'à ce qu'on ait besoin de remplir les verres. » Hunter sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Elle aurait dû s'enfuir. Elle aurait dû sortir par la porte arrière et ne jamais revenir. Mais le loyer de son studio dans le Queens avait 2 semaines de retard, et Rick la licencierait sans hésitation. Elle se retira à l'autre bout du bar, faisant semblant de nettoyer des verres. 10 minutes plus tard, le second groupe arriva. Ils étaient différents. Des cheveux plus clairs, des visages plus durs, sentant le parfum coûteux et le tabac froid. Des Russes, la Bratva. À leur tête se trouvait Nikolai Volkov, un homme connu pour donner ses rivaux à manger aux cochons dans les marais du Jersey. L'atmosphère dans le bar devint fragile. Un seul faux mouvement, et les fenêtres en verre seraient peintes en rouge. Cain s'assit en face de Nikolai. Entre eux se tenait un homme nerveux et transpirant dans un costume gris bon marché, le traducteur de Cain. « Whisky », appela Cain, faisant signe à Hunter. « Une bouteille »,
4 verres. Hunter saisit une bouteille de Macallan, la seule bonne chose qu'ils gardèrent dans le coffre, et 4 gobelets. Elle se dirigea vers le box, son cœur martelant ses côtes. Elle garda les yeux sur le plateau. À son approche, la conversation s'arrêta. Elle posa les verres. Ses mains ne tremblèrent pas. Elle avait été mieux formée que cela. « Dis-lui, » dit Kane à son traducteur, s'adossant, « que je suis prêt à ouvrir les ports de Newark pour ses conteneurs d'expédition. Mais la taxe est de 20%. » Le traducteur, un homme que Hunter entendit appeler Benny, déglutit difficilement. Il regarda Nikolai et parla en russe. « Il dit que vous pouvez utiliser les ports. Il demande 20%. » Nikolai rit. C'était un son mouillé et laid. Il se tourna vers son propre lieutenant et parla rapidement en russe, sa voix trop rapide pour que Benny en saisisse la nuance. « Dis au chien américain qu'il rêve. Nous prendrons les ports. Et une fois qu'il aura signé les documents d'accès ce soir, nous lui trancherons la gorge sur le parking. » La main de Hunter se figea sur la bouteille de Macallan. Nikolai se tourna de nouveau vers Cain, affichant un large sourire de requin. Il parla de nouveau en russe, plus lentement cette fois, pour Benny. « Dis-lui que nous acceptons ses conditions. Nous sommes heureux de faire affaire. » Benny, la sueur coulant désormais sur ses tempes, se tourna vers Kane. « Patron, Nikolai dit qu'il est honoré. Il accepte les 20%. Il dit que vous êtes un homme généreux. » Kane hocha la tête, ses épaules se relâchant légèrement. Il mit la main dans la poche de sa veste et sortit un stylo-plume en or et un document plié. « Bien, » dit Cain. « Signons. » Il déboucha le stylo. La pointe planait au-dessus du papier. Hunter regarda le russe. Il serrait un couteau à steak sous la table, les articulations blanches. Si Cain signait, il mourrait. S'il mourrait, les témoins mourraient. Cela signifiait que Hunter mourrait. L'entraînement qu'elle avait enfoui pendant 5 ans, les leçons de son père, le diplomate, avant qu'il ne soit assassiné à Belgrade, refirent surface. Hunter abattit la bouteille de whisky sur la table. Le son claqua comme un coup de feu. « Ne signez pas, » dit-elle. Le silence qui suivit fut absolu. Cain tourna lentement la tête pour la regarder. Pour la première fois, il la voyait vraiment. Non pas comme une serveuse, mais comme un obstacle, ses yeux ayant la couleur de la glace. « Pardon ?» demanda Cain, sa voix dangereusement douce. « Sortez cette fille d'ici », grogna le garde au nez cassé, s'avançant. « Il vous ment », dit Hunter, sa voix ferme, bien que ses genoux tremblent. Elle tourna son regard vers Benny, le traducteur. « Et il est incompétent. » Benny devint rouge. « Ferme ta bouche, salope, je parle couramment. » Hunter l'ignora. Elle regarda directement Cain. « Le Russe n'a pas dit qu'il était honoré par vos conditions. » Il a dit « Dis au chien américain qu'il rêve. » Il a dit à son lieutenant qu'une fois que vous aurez signé les documents d'accès, ils vont vous trancher la gorge sur le parking. Cain ne bougea pas. Il ne regarda pas les Russes. Il fixa simplement Hunter. « Vous parlez russe ?»« Je parle 5 langues, » dit Hunter, « et je sais qu'honoré et chien ne se ressemblent en rien. » Nikolai, réalisant que le ton avait changé, aboya quelque chose en russe. « Qu'est-ce qu'elle dit, la putain ?» Sans hésitation, Hunter répondit dans un russe impeccable et net. Son accent n'était pas l'argot rugueux des rues de Moscou. C'était le dialecte raffiné de la haute société de Saint-Pétersbourg. « Je lui dis que tu n'as pas l'honneur de faire des affaires comme un homme, Nikolai Volkov. Alors tu as recours au couteau sous la table. » Le visage de Nikolai devint violet. Il se leva, renversant la table. « Qui es-tu » Cain leva la main. Le mouvement était petit, mais il commandait la pièce. Ses gardes levèrent instantanément leurs armes, les braquant sur les Russes. Les Russes sortirent les leurs. Le bar devint le théâtre d'une impasse. Cain regarda Benny. « Est-ce qu'elle dit la vérité ?» Benny hyperventilait. « Patron, il parle si vite. Le dialecte est fort, j'ai cru que... »« Sors, » dit Cain. « Patron, cours, avant que je ne change d'avis. » Benny sortit précipitamment du box et se rua vers la porte. Cain reporta son regard sur Hunter. Il regarda son uniforme bon marché, son chignon mal fait,
la tache sur son tablier. Puis il regarda le calme dans ses yeux. « Assieds-toi », ordonna Kane. « J'ai des tables à nettoyer », dit Hunter. Kane sortit une arme, un Glock noir mat, et le posa sur la table. « J'ai dit assieds-toi, tu es ma traductrice maintenant. » Hunter hésita, puis se glissa dans le box là où Benny se trouvait. Elle était assise à côté de l'homme le plus dangereux de New York, en face de l'homme le plus dangereux de Moscou. « Demande-lui, » dit Kane, ses yeux ne quittant jamais Nikolai, « s'il veut renégocier, ou s'il veut mourir dans un bar miteux de Hell's Kitchen. » Hunter se tourna vers Nikolai. Elle adopta la voix de son père, la froideur diplomatique qui pouvait geler une pièce. « Monsieur Valenti souhaite savoir si vous préférez un nouvel arrangement, ou si vous souhaitez que ce soit votre dernier repas. Personnellement, je ne recommanderais pas le poisson. » Une lueur d'amusement traversa le visage de Nikolai. Il respectait la force, il respectait l'audace, et il était visiblement intrigué par la serveuse qui parlait comme une tsarine. Nikolai se rassit lentement. Il relâcha le couteau qu'il tenait sous la table. « Dis-lui, » grogna Nikolai, « 30% de taxes, et je veux l'accès à l'entrepôt du Queens. » Hunter se tourna vers Kane. Il contre-propose avec 30% et veut l'entrepôt du Queens. Kane tapota son doigt sur l'arme. « Dis-lui 25%, et l'entrepôt du Queens est rempli des meubles de ma mère. Il peut avoir le dépôt du Bronx. » La négociation dura 1 heure. Hunter traduisit dans les 2 sens, filtrant les insultes, lissant les angles vifs et assurant la clarté. Elle était brillante. Elle était précise. Enfin, les mains furent serrées. Aucun papier ne fut signé. La confiance avait disparu. Mais un accord fut conclu. Nikolai se leva. Boutonnant sa veste, il regarda Hunter avec une expression étrange. « Tu es gâché à servir des verres, petite. » Il partit avec son entourage. La porte se referma. Le silence revint. Kane Valenti ne bougea pas. Il se versa un verre de Macallan et le but d'un trait. Puis il se tourna vers Hunter. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Juste une serveuse » dit Hunter en se levant. « Je dois me remettre au travail. »« Non » dit Kane. Il se leva, la dominant de sa taille. « Tu viens de me sauver la vie, et tu as entendu les détails d'une conspiration criminelle de plusieurs millions de dollars. »« J'ai une mauvaise mémoire » dit rapidement Hunter. « J'ai déjà tout oublié. » Kane fit signe à ses gardes. « Prenez son manteau. »« Pardon ?» Hunter recula d'un pas. « Tu n'es pas en sécurité ici » dit Kane, sa voix plate. « Volkov connaît ton visage. Il sait que tu l'as embarrassé. Si je te laisse ici, tu seras morte d'ici demain matin. »« C'est mon problème » rétorqua Hunter. Kane s'approcha. Il sentait la poudre à canon et le savon coûteux au bois de santal. Il tendit la main et toucha son menton, inclinant son visage vers le haut. « C'est mon problème maintenant » dit-il. « Tu viens avec moi. » Hunter était assise à l'arrière d'un SUV blindé, prise en sandwich entre Kane et la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient, traînées d'or et de blanc contre l'obscurité. Elle serrait son sac à dos en toile usée contre sa poitrine. Il contenait toute sa vie, un change de vêtements, un passeport au nom d'Emily Vance et un médaillon avec une photo de ses parents. « Où allons-nous » demanda-t-elle, rompant le silence. Kane ne leva pas les yeux de son téléphone. Il tapait furieusement. « Une planque, jusqu'à ce que je sache quoi faire de toi. »« Je ne peux pas aller dans une planque. J'ai un chat, » mentit Hunter. Kane lui jeta un coup d'œil. « On t'achètera un nouveau chat. »« On ne peut pas juste acheter un... » Hunter s'arrêta. Argumenter avec un don de la mafia était un exercice futile. Ils roulèrent pendant 40 minutes, laissant la ville derrière eux pour les routes sinueuses de Long Island. Ils s'arrêtèrent devant un immense domaine, clôturé et gardé. Ce n'était pas une maison, c'était une forteresse déguisée en manoir. La voiture s'arrêta. Un garde ouvrit la portière. « Bienvenue au purgatoire » murmura Kane. Il la conduisit dans un foyer qui était plus grand que tout son immeuble d'appartements. Sols en marbre, lustres en cristal, œuvres d'art qui auraient eu leur place dans des musées. C'était froid, stérile et imposant. « Marco » appela Kane.
Un homme grand et mince dans un uniforme de majordome impeccable apparut. « Oui, monsieur ?»« Préparez la chambre bleue pour mademoiselle. » Kane marqua une pause, regardant Hunter. « Je ne connais même pas ton nom. »« Hunter, dit-elle. Hunter Bennett. Mademoiselle Bennett, finit Kane. Donnez-lui des vêtements. Brûlez ce qu'elle porte. Elle sent la bière éventée. » Hunter se hérissa. « Ce tablier coûte 15 $. Je vous rembourserai, dit Kane sèchement. Marco, assure-toi qu'elle mange. J'ai des affaires à régler. Il commença à s'éloigner vers une double porte en chêne. Attendez, appela Hunter. Kane s'arrêta et se tourna. Pourquoi demanda-t-elle. Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement tué? Cela aurait été plus facile. Kane la regarda pendant un long moment. Son expression était illisible. Volkov avait raison, dit-il. Tu étais gâché à servir des verres. J'ai besoin d'une traductrice, Hunter. Mon dernier a démissionné ce soir. Tu as le poste. Je n'ai pas postulé. Dans mon monde, dit Kane, l'ombre d'un sourire touchant ses lèvres. On ne postule pas. On est choisi. Il disparut dans son bureau. Hunter fut conduite à l'étage dans une chambre qui ressemblait à une suite au Ritz. Elle se doucha, récurant l'odeur du rusty nail sur sa peau. Elle enfila le peignoir de soie que Marco avait laissé pour elle. Elle s'approcha de la fenêtre. En bas, des gardes patrouillaient le périmètre avec des rottweilers. Elle était piégée. Mais alors qu'elle regardait son reflet dans la vitre, Hunter connaissait la vérité. Elle n'était pas seulement piégée à cause de Ken Valenti, elle était piégée parce qu'elle s'était exposée. Elle avait parlé russe. Un russe parfait, diplomatique. Si le mot passait, si les mauvaises personnes en Europe entendaient en parler d'une serveuse à New York qui parlait comme le défunt ambassadeur Arthur Bennett, la mafia serait le cadet de ses soucis. Les gens qui avaient tué son père étaient toujours là-bas. Et elle venait d'allumer une fusée éclairante dans le noir. Elle devait partir. Ce soir. Elle alla à la porte et essaya la poignée, verrouillée de l'extérieur. La panique monta dans sa gorge. Elle se dirigea vers la fenêtre. C'était une chute de 6 mètres. Soudain, le verrou cliqua. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas qu'un, c'était une femme. Elle était superbe. Grande, blonde, portant une robe qui semblait avoir été peinte sur elle. Elle tenait un pistolet muni d'un silencieux à ses côtés. Alors, siffla la femme. Tu es la nouvelle saveur du mois. Hunter recula. Je suis juste la traductrice. La femme entra dans la pièce et ferma la porte. Elle leva son arme. Dom ne ramène pas de traductrice au domaine. Il ramène des maîtresses. Et je n'aime pas partager. Les yeux de Hunter s'agrandirent. Elle réalisa 2 choses instantanément. Premièrement, cette femme était l'ex-jalouse de Kane, ou son amante actuelle. Deuxièmement, elle était défoncée. Ses pupilles étaient minuscules. Vous vous trompez, dit Hunter en levant les mains. Je travaille dans un bar miteux, je sens les frites. Tu es jolie, cracha la femme, d'une façon mignonne et tragique. Tom adore les cas tragiques. Elle leva l'arme plus haut, visant la poitrine de Hunter. Dis adieu, la souris. Hunter fixa le canon du pistolet silencieux. Son cœur martelait un rythme frénétique contre ses côtes, mais sa respiration resta contrôlée. Inspiré pendant 4 secondes. Bloqué pendant 4 secondes. Expiré pendant 4 secondes. C'était la respiration tactique que son père lui avait apprise quand elle avait 12 ans, l'année même où il avait commencé à vérifier sous sa voiture s'il y avait des explosifs. La femme, dont Hunter apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Bianca, vibrait sous l'effet d'un cocktail de stupéfiants et de rage. Son doigt tressaillit sur la gâchette. « Il n'a pas besoin de toi », bafouilla Bianca, les yeux sauvages. « J'étais avec lui quand il n'était personne. Je sais où les corps sont enterrés. »« Si vous me tirez dessus, » dit Hunter, sa voix baissant d'un octave, calme et autoritaire. Le bruit alertera les gardes dans le couloir. Même avec un silencieux, le mouvement de la culasse est bruyant. Kane sera ici dans 10 secondes, et s'il vous trouve debout au-dessus d'un cadavre dans sa maison, qu'est-ce que vous pensez qu'il vous fera? Bianca hésita. La logique perça à travers son état. Je dirais que tu m'as attaqué. Je porte un peignoir, fit remarquer Hunter. Vous avez une arme.
La physique ne colle pas, Bianca. Les yeux de Bianca se plissèrent. Tais-toi. Elle fit un pas en avant, réduisant la distance, tendant l'arme pour la presser contre le front de Hunter. C'était l'erreur. On ne réduit jamais la distance si l'on possède une arme de projectile. Cela annule l'avantage. Au moment où le métal froid toucha la peau de Hunter, l'instinct prit le dessus. Ce ne fut pas un choix. C'était une mémoire musculaire, gravée en elle par des entrepreneurs de sécurité privée à Bruxelles et des instructeurs de self-défense à Vienne. La main gauche de Hunter jaillit, déviant le canon de l'arme vers l'extérieur, loin de son visage. Simultanément, sa main droite se referma sur le poignet de Bianca, le tordant violemment vers le bas, tandis qu'elle entrait dans l'espace personnel de la femme. Il y eut un craquement écœurant de cartilage. Bianca hurla, lâchant l'arme. Hunter ne s'arrêta pas. Elle faucha les jambes de Bianca, projetant la femme sur la moquette épaisse. En un battement de cœur, Hunter était sur elle, immobilisant le bras valide de Bianca avec son genou et pressant son avant-bras contre la trachée de Bianca. Pas assez pour tuer, mais assez pour terrifier. La porte s'ouvrit à la volée. Kane se tenait là, sa cravate défaite, son arme au poing. Derrière lui, Marco le majordome tenait un fusil à pompe. Kane prit la scène en compte. Son ex-petit ami, un élément instable, connu, cloué au sol par la serveuse mignonne qu'il avait ramassée 1 heure plus tôt. Hunter leva les yeux, ses cheveux tombant sur son visage, le regard féroce. « Elle a une arme », dit Hunter, essoufflé. « Elle est sous le lit. » Kane abaissa lentement son arme. Il regarda Bianca qui sanglotait, puis Hunter. Il fit un geste vers Marco. « Sortez Bianca d'ici », dit Kane, sa voix terrifiante de calme. « Mettez-la dans une voiture. Conduisez-la à l'aéroport. Si jamais elle remet les pieds à New York, elle disparaît. »« Tom, s'il te plaît, » gémit Bianca, alors que Marco la soulevait. « Elle m'a attaqué. C'est une sorcière. » Marco la traîna dehors, fermant la porte. Kane rengaina son arme. Il ne s'approcha pas de Hunter. Il resta près de la porte, l'étudiant comme s'il s'agissait d'un puzzle qu'il ne parvenait pas à résoudre. « Tu l'as désarmée, » déclara Kane. Hunter se leva, resserrant son peignoir. L'adrénaline retombait, la laissant tremblante. « J'ai eu de la chance. » Elle était défoncée. « La chance, c'est de gagner à pile ou face, » dit Kane, entrant dans la pièce. Il se pencha et récupéra l'arme sous le lit. Il éjecta le chargeur et vida la chambre d'un mouvement fluide. Désarmer un assaillant, l'immobiliser et contrôler ses voies respiratoires sans le tuer, ce n'est pas de la chance, c'est de l'entraînement. Il jeta l'arme vide sur la couette. Il s'approcha de Hunter, envahissant son espace. L'air entre eux crépitait d'électricité. « Qui es-tu, Hunter Bennett ?»« Je vous l'ai dit, » mentit-elle, reculant jusqu'à ce que ses jambes touchent le bord du lit. « Mon père était strict. Il m'a mise à des cours de self-défense. » Kane rit, un aboiement court et sec. « J'ai des hommes sur ma liste de paix qui ont servi dans les bérets verts et qui n'auraient pas pu neutraliser Bianca aussi proprement. Tu bouges comme un fantôme. Tu parles russe comme une diplomate. Tu manipules une arme comme un soldat. » Il posa ses mains de chaque côté d'elle, la piégeant contre le cadre du lit. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les éclats d'or dans ses yeux sombres. « J'ai des ennemis, Hunter. De vrais ennemis. La Bratva, les triades. Le FBI. Si tu es une taupe, si tu travailles pour eux, dis-le-moi maintenant, et je ferai en sorte que ta mort soit rapide. » Hunter le regarda droit dans les yeux. « Je ne travaille pour personne. Je fuis tout le monde. » Kane marqua une pause. Il chercha un mensonge sur son visage, mais il n'y trouva qu'une vérité brute et douloureuse. Il se recula, lui redonnant de l'espace. « Bien, » dit-il, « parce que demain nous avons du travail. »« Je ne suis pas ton soldat, Kane. »« Non, » dit Kane, se dirigeant vers la porte. « Tu es mon atout, et je protège mes atouts. » Il s'arrêta au seuil. « Dors. Demain, on va faire du shopping. Quand ? » Tu ne peux pas rencontrer la délégation française en peignoir. La robe était en soie vert émeraude, dos nu, avec une fente qui remontait jusqu'à mi-cuisse. Elle était élégante, dangereuse, et coûtait plus cher que ce que Hunter avait gagné au cours des 3 dernières années réunies.
Kane se tenait au pied du grand escalier, ajustant ses boutons de manchette. Il portait un smoking qui lui allait comme une armure. Quand il entendit les talons de Hunter claquer sur le marbre, il leva les yeux. Pendant un instant, le roi de New York sembla interdit. Hunter descendit lentement. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe, révélant la ligne longue et élégante de son cou. Elle portait des boucles d'oreilles en diamant que Marco avait fournies depuis le coffre de la famille. « Ne fixez pas », dit Hunter en atteignant la dernière marche. « Ce n'est pas professionnel. » Kane se racla la gorge, reprenant sa contenance. « Je vérifie s'il y a des micros. Tourne-toi. » Hunter leva les yeux au ciel, mais fit un tour complet sur elle-même. Kane regarda la soie onduler sur ses courbes. « Propre », murmura-t-il. « Allons-y. » Le lieu était le Bernardin, l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan. Kane avait loué toute la salle à manger privée. Dans la voiture, Kane la briefa. « Nous rencontrons Jean-Paul Gaultier, pas le couturier, le chef de l'Union Corse. Un non, il contrôle le trafic d'héroïne passant par Marseille. Ils veulent en faire passer des produits par mon entreprise de béton. » « Et vous voulez dire oui ?» demanda Hunter. « Je veux dire peut-être, » dit Kane. « J'ai besoin de les jauger. Les Corses sont célèbres pour sourire, tout en empoisonnant votre vin. » Ils parlent un dialecte spécifique mélangé à de l'argot de rue. Tu peux gérer ça? J'ai passé un été en Corse, dit Hunter, regardant par la fenêtre. Je connais le dialecte. Un été en Corse, songea Kane. La plupart des serveuses passent leurs étés à Coney Island. Ils arrivèrent. Le restaurant était faiblement éclairé, calme et tendu. 4 hommes étaient assis à une table ronde. Ils étaient pluvieux, marqués par des cicatrices, buvant du vin rouge qui coûtait $500 la bouteille. Jean-Paul était un homme corpulent avec une moustache et des yeux comme des billes d'huile. Il se leva quand Kane entra, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Valenti, » dit Jean-Paul dans un français pesant, « vous amenez une femme à un conseil de guerre. » Kane s'assit, faisant signe à Hunter de s'asseoir à côté de lui. « Elle est ma voix. Traitez-la avec le même respect que vous me témoignez. » Hunter se tourna vers Jean-Paul et parla dans un français impeccable et rapide, en y mêlant l'argot rugueux et guttural des docks corses. Monsieur Valenti souhaite exprimer que, bien qu'il respecte l'union, il préfère que ses réunions d'affaires soient civilisées. Et en Amérique, nous ne rejetons pas les femmes qui sont plus intelligentes que nous. Jean-Paul haussa un sourcil. Il rit, ravi. Elle a du feu. Bien, mangeons. Le dîner se poursuivit. Les plats s'enchaînèrent. Oursin, pâte aux truffes, bœuf wagyu. Hunter traduisait dans les 2 sens, naviguant à travers les négociations complexes. Kane était dur, exigeant 40% de la part de distribution. Jean-Paul poussait pour 25%. Sous la table, la main de Kane reposait sur le genou de Hunter. C'était possessif, rassurant. Chaque fois qu'elle parlait, il observait sa bouche, fasciné par la façon dont elle changeait de personnalité en changeant de langue. Au moment du dessert, la tension s'était apaisée. Ils étaient proches d'un accord à 32%. Puis Hunter l'entendit. Jean-Paul se tourna vers son lieutenant, un homme nommé Luc, et murmura quelque chose en riant. C'était rapide, discret, et parlait dans un dialecte local très ancien et très spécifique des montagnes corses, quelque chose que presque aucun étranger ne connaîtrait. Le poison devrait faire effet d'ici 10 minutes. Assure-toi que la voiture soit prête pour jeter les corps. Le sang de Hunter se glaça. Elle regarda Kane. Il levait son verre de vin. Le toast pour sceller l'accord. « Kane, » chuchota-t-elle en anglais, « ne bois pas. » Kane se figea. Le verre planait à 2 centimètres de ses lèvres. Il ne la regarda pas, mais sa prise sur le pied du verre se resserra. « Pourquoi ?» demanda-t-il, souriant à Jean-Paul. « Ça, le vin, » dit Hunter, gardant un sourire plaqué sur son visage. « Ils ont empoisonné la bouteille. Il vient de le dire à son lieutenant. » Kane reposa lentement le verre. Jean-Paul fronça les sourcils. « Quelque chose ne va pas, monsieur Valenti? Vous ne buvez pas à notre amitié ?» Kane regarda Hunter. « Dis-lui, » dit Kane, sa voix tombant à un murmure mortel, « que je ne bois à l'amitié que lorsque je sais que je me réveillerai le lendemain matin. »
Kane saisit soudainement un couteau à steak sur la table et, d'un mouvement fluide, le planta dans la main de Jean-Paul, l'épinglant à la table en acajou. Jean-Paul hurla. La pièce explosa en chaos. Les gardes de Kane firent irruption depuis la cuisine, armes au poing. Les gardes du corps corse cherchèrent leurs armes, mais ils furent trop lents. En quelques secondes, les Corses furent à genoux, les canons des pistolets pressés contre l'arrière de leur tête. Kane se leva, ajustant sa veste. Il prit son verre de vin. Il s'approcha de Jean-Paul, qui gémissait, serrant sa main empalée. « Tu as essayé de me tuer dans ma propre ville, » dit Kane. Il tendit le verre de vin au lieutenant de Jean-Paul. « Bois-le. » Le lieutenant secoua la tête, terrifié. « Non, s'il vous plaît. Bois-le, » rugit Kane. Le lieutenant prit le verre, les mains tremblantes, et l'engloutit. Il s'effondra 30 secondes plus tard, de l'écume aux lèvres. Du cyanure. Kane se tourna vers Hunter. Elle se tenait contre le mur, pâle mais calme. « Tu m'as encore sauvé, » dit-il. Il s'approcha d'elle, l'adrénaline dilatant ses pupilles. Il ne se souciait pas des corps, des Français qui hurlaient ou du sang. Il prit le visage de Hunter entre ses mains. « Qui es-tu » demanda-t-il encore. Mais cette fois, ce n'était pas un interrogatoire. C'était de l'admiration. « Je vous l'ai dit, chuchota-t-elle. Je suis la traductrice. » Kane l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre. C'était dur, désespéré, et ça avait un goût de danger. Hunter hésita une fraction de seconde, puis lui rendit son baiser, ses mains agrippant les revers de son smoking. Pendant un instant, la violence de la pièce s'effaça, ne laissant que la chaleur entre eux. Kane rompit le baiser, respirant fort. Il regarda Jean-Paul. « Homme, sortez-les d'ici !» ordonna Kane à ses hommes. « Laissez le patron en vie. Je veux avoir une conversation avec lui plus tard sur les bonnes manières. » Il prit la main de Hunter. « Viens, on s'en va. »« Où ça ?» demanda Hunter. « Paris, » dit Kane. « Ce coup a été ordonné par quelqu'un de plus haut placé que les Corses. Nous devons trouver la source. Et tu es la seule à pouvoir parler la langue. » Le jet privé survolait l'Atlantique à 40 000 pieds. La cabine était silencieuse, hormis le bourdonnement des moteurs. Hunter était assise dans un fauteuil en cuir, fixant les nuages. Kane était en face d'elle, examinant des dossiers sur une tablette. Il était resté silencieux depuis qu'ils avaient quitté le restaurant. « Tu n'as pas appris le français en un été, » dit Kane, sans lever les yeux. « Tu as reconnu un dialecte montagnard utilisé par les bergers en Corse. » Hunter soupira. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à mentir. Pas totalement. « Mon père était Arthur Bennett, » dit-elle doucement. La tête de Kane se releva brusquement. Il lâcha la tablette. « Arthur Bennett ? L'ambassadeur des États-Unis en Serbie ? Celui qui a été assassiné dans l'attentat de Belgrade il y a 5 ans ? » « Oui, » dit Hunter. « J'étais dans la voiture derrière lui, j'ai tout vu. » Kane la fixa. Les pièces du puzzle s'assemblaient. « C'est pour ça que tu as l'entraînement, le corps diplomatique, le service de sécurité privé. » « J'ai été formé pour suivre ses traces, » dit Hunter. 5 langues à l'âge de 20 ans. Conduite tactique, négociation. Mais après sa mort, j'ai réalisé que ce n'était pas une attaque terroriste. C'était un contrat. Quelqu'un à l'intérieur du département d'État l'a vendu. « Et ils savent que tu as vu, » réalisa Kane. « J'ai trouvé ces journaux, » dit Hunter. Il enquêtait sur un réseau de blanchiment d'argent qui reliait des politiciens européens à la mafia. Un syndicat spécifique. « Lequel ?» demanda Kane. Hunter le regarda. « Le vôtre, Kane. Ou du moins une branche du vôtre. » Kane se leva. « C'est impossible. Mon père dirigeait la famille il y a 5 ans. Il avait un code. Pas de politique, pas de terrorisme. Peut-être pas votre père, » dit Hunter, mais quelqu'un de proche de lui. L'avion s'inclina. L'interphone bipa. « Monsieur Valenti !» grésilla la voix du pilote. « Nous avons une situation. Le contrôle aérien à Paris vient de signaler notre numéro de matricule. Ils ont Interpol qui attend sur le tarmac. » Kane jura. « Oh, ils nous ont trouvés. »« Ce n'est pas Interpol, » dit Hunter en se levant. « Le vrai Interpol ne signalerait pas l'avion. Ils attendraient que nous soyons à quai pour nous arrêter discrètement. S'ils font une scène, c'est un piège. Ils veulent nous séparer. » « Comment le sais-tu ? » « Parce que c'est comme ça qu'ils ont eu mon père, »
dit Hunter, les yeux froids. Kane saisit un sac de parachute dans le casier d'urgence. « Peux-tu sauter ?» Hunter le regarda comme s'il était fou. Le parachutisme ? Non, absolument pas. « Eh bien, apprends vite, » dit Kane en lui attachant l'équipement. « Parce que nous n'atterrissons pas à Paris. Nous sautons au-dessus de la campagne française. Kane, c'est de la folie. C'est de la survie, Hunter. » Il la tira près de lui, bouclant les sangles. « Fais-moi confiance, je ne te laisserai pas tomber. » Il ouvrit la trappe arrière. Le rugissement du vent était assourdissant. L'air glacial s'engouffra dans la cabine. Au-dessous d'eux, les lumières de la France rurale scintillaient comme des étoiles lointaines. « À toi !» hurla Kane. « Je te déteste !» hurla Hunter. « Je sais !» Kane la saisit, et ils plongèrent ensemble dans le vide noir. Le monde était un vide hurlant de vent glacial et d'obscurité terrifiante. Quand le parachute s'ouvrit enfin, il les secoua vers le haut avec une force à briser les os. Kane grogna, sa prise sur Hunter se resserrant au point d'en devenir douloureuse. 2 cœurs battaient, suspendus dans le ciel nocturne au-dessus de la France rurale, dérivant vers un abîme de champs noirs. « Garde les genoux pliés !» hurla Kane malgré le vent. « Roule quand on touche le sol !» Le sol se précipita vers eux, non pas comme un atterrissage en douceur, mais comme une collision brutale avec la terre gelée. Ils roulèrent dans un sillon labouré, le parachute les traînant sur plusieurs mètres à travers la boue avant que Kane ne réussisse à couper les cordes. Le silence retomba sur eux, plus lourd que le bruit. Hunter était allongé sur le dos, fixant les étoiles indifférentes, son souffle formant de la buée dans l'air glacé. Tout son corps était endolori. Elle sentit une main saisir son épaule, rugueuse, urgente. « Hunter, rapport. Os cassé ?» Elle s'assit, grimaçant. « Je suis entière, je crois. » Kane se laissa retomber contre la terre gelée, laissant échapper un rire sombre et rauque. « Je déteste voler. Je déteste vraiment voler. » Ils se débarrassèrent des harnais de parachute et les enterrèrent sous un tas de broussailles mortes. Le froid fut immédiat et mordant. La robe de soirée de Hunter, cachée sous la combinaison de vol que Kane l'avait forcé à mettre, n'offrait aucune protection. « Nous avons besoin d'un abri, » dit Kane, sa voix repassant en mode commandement. « Et nous avons besoin d'une voiture. Si le contrôle aérien a suivi le saut, les gendarmes sont déjà en route. » Ils marchèrent pendant 5 kilomètres à travers les terres agricoles désolées. Le glamour de la skyline de New York semblait être un rêve fiévreux ici. Ici, il n'était honte que 2 survivants pataugeant dans la boue. Ils trouvèrent une grange en pierre, abandonnée près d'une route secondaire. À l'intérieur, ça sentait le foin sec et la vieille huile. Kane trouva un pick-up Peugeot rouillé sous une bâche. Il le démarra en faisant les fils, avec l'efficacité d'un homme qui avait volé des voitures bien avant d'en acheter. Alors que le moteur crachotait, le chauffage expulsa de la poussière et de l'air tiède dans la cabine. Hunter frissonna violemment, son adrénaline retombant. Kane s'approcha, l'attirant vers lui. Ce n'était pas sexuel, c'était un transfert de chaleur. Il lui frotta vigoureusement les bras. « Reste avec moi, Hunter. Ne tombe pas en état de choc. »« Je ne suis pas en état de choc, » claqua-t-elle des dents. « Je réalise juste que mon espérance de vie a considérablement chuté depuis que je t'ai rencontré. » « Elle a en fait augmenté, » corrigea Kane, les yeux fixés sur la route, alors qu'il les dirigeait vers Paris. « Avant moi, tu mourrais d'ennui. Maintenant, tu risques juste les balles. »« Réconfortant, » murmura-t-elle. Le trajet fut long et tendu. À mesure que l'adrénaline s'estompait, la réalité de leur situation s'imposait. Hunter pensa au fichier sur la tablette qu'elle avait sécurisé dans son sac étanche. Elle pensa à l'image qu'elle avait vue des années auparavant, la bague à la main de l'homme qui avait ordonné la mort de son père. « Kane, » dit-elle, rompant le silence. « La bague. Le lion et la dague. Tu as dit qu'elle appartenait à la famille Moretti. » La prise de Kane sur le volant se resserra, jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. « Salvatore Moretti, mon concilière, le meilleur ami de mon père. Il m'a fait sauter sur ses genoux quand j'avais 5 ans. Il m'a appris à nouer une cravate.
Il m'a appris à tirer. S'il a ordonné le coup à Belgrade, dit doucement Hunter, alors il travaille avec les factions corrompues du gouvernement depuis des années. Ce n'est pas seulement un gangster, Kane, c'est un courtier. Il vend le chaos. Il m'a envoyé chez les Corses pour mourir, dit Kane, sa voix creuse. Il savait que Jean-Paul utiliserait du poison. Elle l'a probablement fourni. Kane rangea le pick-up sur le bord de la route, coupant le moteur. Il fixa l'obscurité. Pour la première fois, le don invincible semblait brisé. Si je retourne à New York, chuchota Kane, je retourne à une guerre civile. Sale à la loyauté de la vieille garde. Ils ne me croiront pas. Alors nous ne retournons pas à New York, dit Hunter. Elle tendit la main, couvrant la sienne. Nous finissons ça ici, ce soir. Kane la regarda. Sal est à Paris. Il assiste au gala de minuit au Château de Lune. C'est une vente aux enchères au marché noir, haute sécurité, sur invitation seulement. Le Château de Lune, songea Hunter. Mon père a enquêté sur cet endroit. C'est là que les accords se font. Si Sal est là, il fait la fête. Il pense que tu es mort. Nous ne pouvons pas entrer, dit Kane. On dirait qu'on sort d'une tombe. Nous n'avons pas d'armes, pas de renfort. Hunter sourit, une expression froide et dangereuse qu'elle avait apprise en l'observant. Nous n'avons pas besoin d'armes, Kane. Nous avons la tablette, nous avons la vérité. Et tu m'as, moi. Une Mercedes noire élégante s'arrêta devant le voiturier. Kane Valenti en sortit. Il avait dévalisé l'une de ses planques d'urgence dans le 4e arrondissement. La boue avait disparu, remplacée par un smoking sur mesure qui épousait ses larges épaules comme une armure. Il avait l'air mortel, calme et terriblement vivant. Il fit le tour de la voiture et ouvrit la portière passager. Hunter en sortit. Elle n'était plus la serveuse. Elle était une vision de vengeance drapée dans du velours bleu nuit. La robe était sobre à l'avant, mais plongeait dangereusement bas dans le dos. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sévère et élégant, révélant le collier de diamants que Kane avait placé autour de son cou. Elle prit son bras. Son cœur martelait ses côtes, mais son visage était un masque d'aristocratie blasée. « Prête à entrer dans la fosse aux lions ?» murmura Kane, alors qu'ils approchaient des massives portes en chêne. « Je suis la dompteuse », répondit-elle dans un souffle. La sécurité était stricte, mais le visage de Kane était son passeport. Les gardes hésitèrent, troublés par la vue d'un homme que la rumeur disait mort, mais la peur l'emporta sur leur confusion. Ils s'écartèrent. La salle de bal était une mer de corruption. Des trafiquants d'armes buvaient du champagne avec des politiciens. Des trafiquants d'êtres humains riaient avec des magnates de la technologie. Et là, tenant salon dans un box VIP, surélevé surplombant la piste de danse, se trouvait Salvatore Moretti. Il paraissait plus vieux que sur ses photos, le visage empourpré par le vin et la victoire. Il riait d'une blague faite par un oligarque russe, sa main posée sur la table. À son auriculaire, la bague en or brillait, un lion tenant une dague. Hunter ressentit une vague de nausée, suivie d'une rage froide et cristalline. C'était la main qui avait signé l'arrêt de mort de son père. « Tiens-toi au plan », souffla Kane à son oreille. « Ne le laisse pas te voir saigner. » Ils montèrent les marches vers le box VIP. L'air devint plus rare, plus tranchant. Sal leva les yeux alors qu'une ombre tombait sur sa table. Son rire s'étrangla dans sa gorge. Son verre glissa de ses doigts, se brisant sur le sol en marbre. Le son coupa le bruit ambiant de la fête. « Dom !» bafouilla Sal, son visage se vidant de son sang. « Mon Dieu ! Nous, les nouvelles disaient que l'avion. Les rumeurs sur ma mort étaient grandement exagérées, oncle Sal, dit Quint, sa voix fluide, ne portant aucune trace de la trahison qui lui brûlait le cœur. Je suis dur à tuer, tu devrais le savoir. Sal se leva précipitamment, ses yeux parcourant la pièce, cherchant ses gardes du corps. Je suis tellement soulagé. Nous te pleurions, Dom. Nous portions justement un toast à ta mémoire. Toastant à ma mémoire, répéta Kane, s'approchant. Ou divisant mon empire.
Ne sois pas ridicule. Sal rit nerveusement, la sueur perlant sur son front. Il regarda l'oligarque russe et le ministre français assis à la table. « Messieurs, regardez. Un miracle. Le roi revient. » Il tourna son regard vers Hunter, les yeux plissés. « Et qui est-ce? La boniche? Elle est la raison pour laquelle je suis en vie, » dit Kane. « Et elle est la raison pour laquelle tu es fini. » Hunter fit un pas en avant. Elle ne regarda pas Kane. Elle verrouilla son regard sur l'oligarque russe, un homme nommé Kozlov qui contrôlait le réseau énergétique de l'Europe de l'Est. Elle parla en russe, d'un ton rapide, bas et menaçant. « Monsieur Kozlov, Salvatore vous a promis les routes maritimes Valenti dans le port de Newark, n'est-ce pas? Il vous a dit qu'avec Kane mort, les ports étaient à vous. » Kozlov fronça les sourcils, regardant Sal. « Est-ce vrai, Salvatore ?» Sal agita la main. Elle ment. C'est une serveuse de rien du tout. Hunter ne marqua pas de pause. Elle se tourna vers le ministre français et passa à un français de haute cour impeccable. « Monsieur le ministre, Salvatore a-t-il mentionné qu'il gardait les enregistrements de vos réunions, celles concernant l'attentat de Belgrade? Il les a stockés sur un serveur sécurisé. Il appelle cela sa police d'assurance contre vous. » Le ministre se leva si vite que sa chaise se renversa. « Qu'avez-vous dit? »« Des mensonges !» hurla Sal, la panique brisant sa voix. « Elle vous empoisonne contre moi. Garde, tuez-les !» Ce sont des imposteurs. 4 des gardes personnels de Sal sortirent dans leurs armes. La musique dans la salle de bal s'arrêta. La foule haleta, reculant. Caïn ne tressaillit pas. Il ne chercha même pas d'armes. Il sortit simplement la tablette étanche de sa veste de smoking et la lança au centre de la table. Elle glissa sur le marbre et s'arrêta devant l'oligarque russe. « Les fichiers ne sont pas sur un serveur, » dit Caïn, sa voix projetée à travers la salle silencieuse. « Ils sont juste là. Hunter les a décryptés pendant le trajet. Chaque pot de vin, chaque contrat, chaque trahison. » Il regarda Sal dans les yeux. « Tu as rompu le code, Sal. Tu as vendu la famille aux politiciens. Tu as tué Arthur Bennett. Et tu as essayé de me tuer. » Sal regarda la tablette, puis les visages furieux de ses alliés. L'oligarque russe ramassa la tablette. Il regarda l'écran, puis regarda Sal avec des yeux de requin. « Tu m'as enregistré ?» demanda Kozlov, sa voix étant un grondement sourd de mort. « Non. Non. Écoutez-moi. » Sal recula, levant les mains. « C'est un bluff. La tablette est probablement vide. »« Ouvrez-la !» défia Hunter. Sal se jeta sur la tablette, mais le garde du corps du ministre français l'intercepta, le repoussant sur sa chaise. « C'est fini, Sal, » dit doucement Kane. « Tu ne peux pas me faire ça, Dom, » plaida Sal, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. « Je t'ai élevé. Je l'ai fait pour la famille. Nous devions nous moderniser. Nous devions être dans la politique. Tu ne l'as pas fait pour la famille, » dit Caïn. « Tu l'as fait pour toi-même. » Kane se tourna vers Hunter. « Allons-y. »« Vous partez ?» hurla Sal. « Vous ne pouvez pas me laisser ici avec eux. Ils vont me tuer !» Ken marqua une pause. Il regarda une dernière fois l'homme qui avait été comme un père pour lui. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement une pitié profonde et épuisante. « Dans notre monde, Sal, » dit Cain, « la mort est la solution de facilité. Je te laisse avec les gens que tu as trahis. C'est un sort pire qu'une balle. » Il offrit son bras à Hunter. « On y va ?» Hunter regarda Sal une dernière fois. Elle vit un petit vieil homme terrifié. Elle pensa à son père, mourant dans une voiture piégée à Belgrade. Elle pensa aux années de clandestinité. « Adieu, Salvatore, » dit-elle. Ils se tournèrent et s'éloignèrent. Ils descendirent le grand escalier, la tête haute, bougeant avec une grâce synchronisée qui fit s'ouvrir la foule comme la mer Rouge. Ils franchirent les lourdes portes en chêne, passèrent devant la sécurité confuse et sortirent dans l'air frais et piquant de la nuit française. Derrière eux, à l'intérieur du château de Lune, les cris commencèrent, puis le claquement distinct et étouffé d'un pistolet silencieux, puis le silence.
Kane ne regarda pas en arrière. Il marcha jusqu'à la Mercedes noire. Il s'appuya contre le capot, laissant échapper un soupir qui semblait porter le poids de 20 ans. Il leva les yeux vers la lune. « Il est mort », dit Kane. Ce n'était pas une question. « Oui », dit Hunter. Elle se tenait à côté de lui, l'adrénaline s'évaporant, la laissant tremblante. Kane se tourna vers elle. Il vit le tremblement de ses mains. Il tendit la main et les prit dans les siennes, l'attirant contre lui. Ses yeux fouillèrent de son visage, en cartographiant chaque millimètre. « Tu as été incroyable », murmura-t-il. « Tu as renversé l'ancien régime en 3 phrases. »« Je te l'ai dit », dit Hunter, la voix chancelante mais fière. « Je connais le langage de la diplomatie et le langage de la guerre. Tu es la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée, » dit Kane. Il écarta une mèche de cheveux égarés derrière son oreille. « Non, et j'emploie des tueurs à gages. »« Est-ce que ça veut dire que j'ai une augmentation ?» demanda-t-elle, tentant de plaisanter, bien que ses yeux soient mouillés. « Non, » dit Kane sérieusement. « Ça veut dire que tu es licencié. » Hunter se figea. « Quoi ?» Kane s'approcha encore, supprimant l'espace entre eux. Il enroula ses bras autour de sa taille, la possédant complètement. « Je ne peux pas t'avoir sur ma liste de paix, Hunter. C'est un conflit d'intérêts. »« Un conflit d'intérêts ?» répéta-t-elle, le souffle court. « Je ne veux pas d'une traductrice, » dit Kane, sa voix rauque d'émotion. « Je ne veux pas d'une employée. Je veux une partenaire. Je veux une reine. Je veux que tu te réveilles à mes côtés chaque matin et que tu me dises que je suis un idiot en 5 langues différentes. » Il se pencha, son front contre le sien. « Je t'aime, Hunter. Je crois que je t'aime depuis que tu as fracassé cette bouteille de whisky sur la table. » Hunter le regarda vraiment. Elle vit les cicatrices, le danger et la loyauté écrasante. « Les horaires vont être terribles, » chuchota-t-elle, « et le plan de retraite est inexistant. »« Mais les avantages, » murmura Kane, frôlant ses lèvres des siennes, « sont à mourir. » Hunter saisit ses revers et l'attira vers elle. Marché conclu. Elle l'embrassa. Ce ne fut pas le baiser désespéré de la survie, ni le baiser terrifié de l'avion. C'était un sceau, un contrat écrit dans le souffle et les battements de cœur. La serveuse de Hell's Kitchen avait disparu. À sa place se tenait la matriarche de la famille criminelle Valenti. Et alors qu'il se tenait là, au clair de lune, Hunter sut que pour la première fois de sa vie, elle n'avait besoin de rien traduire. Le silence était parfait. Et ainsi, la serveuse qui était invisible devint la femme la plus puissante du syndicat. Hunter Bennett ne traduisait pas seulement des mots. Elle traduisait le pouvoir, la loyauté et l'amour dans un monde qui en comprenait rarement un seul. Kane Valenti a trouvé sa voie. Mais plus important encore, il a trouvé la seule personne capable de comprendre son silence. D'un bar miteux de New York aux salles de gala de Paris, ils ont prouvé que l'arme la plus dangereuse n'est pas un pistolet. C'est la vérité, dite dans la bonne langue. Si vous avez apprécié cette saga pleine de rebondissements mêlant romance mafieuse, trahison et rédemption, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un chapitre. Que feriez-vous si vous découvriez que votre patron est un don de la mafia? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine histoire.